Bonjour, bienvenue à cette nouvelle visioconférence de la Sirène. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la vulgarisation avec 4 invités qui vont se présenter. Je vais commencer par Dounia, si tu veux bien nous dire un petit mot, expliquer qui tu es. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Alors, j'aurai une double casquette ce soir, puisque je représente à la fois le Labo des Savoirs, l'association culturelle dans laquelle je suis la rédactrice en chef, et dont on va parler, je pense, un tout petit peu plus tard, mais aussi le Café des Sciences, encore une association de vulgarisation scientifique, parce que je crois que c'est le sujet de ce soir, Exactement. dont pour le coup, je suis la présidente. Je suis aussi accompagné de Clémentine. Clémentine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, ton micro doit être coupé, Clémentine. Alors, en attendant que Clémentine retrouve le pouvoir de parler, je vais laisser la parole du coup à Virginie, si tu peux te présenter. Oui, bonsoir. Du coup, moi, c'est Virginie et je suis du coup étudiante en Master 1 Communication et Culture Scientifique et Technique à l'Université de Grenoble-Alpes. Voilà, en gros. D'accord, merci. On est aussi accompagné de Sabrina, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Sabrina Carpi. Donc, moi, je suis chargée de mission à l'UFR Sciences et Techniques pour tout ce qui est diffusion de la culture scientifique et technique à l'UFR. Et je suis ravie d'être là avec vous ce soir. C'est un plaisir. Et surtout, merci à vous toutes d'être là avec moi pour parler de vulgarisation. Est-ce que Clémentine, as-tu retrouvé l'usage de ton micro? A priori, non. A priori, c'est pas de mon côté. Est-ce que dans le doute, vous entendez Clémentine? Non, moi, je ne l'entends pas non plus. Bon, Non, ce sont désolée. les aléas du live. La beauté des live Twitch est l'effet Bonaldi. Ça fonctionne en fait, c'est pas le moment venu. On va enchaîner tranquillement le temps que Clémentine essaye de se dépatouiller. Je vais commencer par une petite présentation de la Sirène qui co-organise cette visioconférence. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la Sirène est une asso étudiante de l'Université de Nantes qui vise principalement la création, ce qu'on appelle les communautés makers. Elle a été fondée en 2017 et elle propose des projets sur le campus sciences, autour des sciences, de la technologie, de l'environnement et de la culture scientifique. Bon, cette visioconférence, elle est aussi co-organisée avec le Labo des Savoirs. Et donc je vais laisser Dounia se présenter, enfin présenter le Labo des Savoirs, qui est l'une de ses doubles casquettes. Le Labo des Savoirs, encore une autre association de culture scientifique et du coup sur Nantes, une association étudiante bien sûr, qui regroupe une quinzaine de bénévoles et qui a pour principale mission de faire, de la rendre accessible au plus grand nombre, notamment avec la création, la production d'une émission radio toutes les semaines qui est diffusée sur Prune 92 FM, la radio universitaire nantaise, mais également en podcast le lendemain sur l'ensemble de la France et qui fait partie du réseau du Café des Sciences. Le labo organise également des événements sur l'ensemble du territoire nantais, à de nombreux partenaires avec qui on organise des conférences, des tables rondes, tout ce qui peut toucher à la culture scientifique. Et si vous avez envie de parler de science à la radio ou dans la vraie vie quand on aura le droit, c'est-à-dire pas pour tout de suite, vous pouvez bien entendu nous rejoindre. Venez. Merci Dounia pour cette présentation. Donc ce soir, on va parler vulgarisation scientifique. Est-ce que Clémentine, tu as retrouvé ton micro? Je crains que non. Est-ce que ton ordinateur est équipé d'un micro intégré par hasard? Oui, est-ce que tu peux du coup débrancher tes écouteurs et on va voir si ça fonctionne. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas, par mégarde, cliqué sur le bouton pour te muter dans la visioconférence? Non. Bon.
Nous voilà coincés. Eh bien, n'hésite pas à écrire de ma part en texte et puis je relirai dans le chat si tu veux réagir. Malheureusement, on va faire avec ça. Donc, on va commencer peut-être par une première thématique qui est la question de. On parle vulgarisation, ça touche à la culture scientifique et technique et industrielle. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que c'est la culture scientifique. Est-ce que, Dounia, par exemple, tu pourrais nous donner une première définition? Vaste question déjà pour commencer, mais la culture scientifique, comme son nom l'indique, est une culture à part entière, celle de la transmission des sciences techniques et industrielles à l'ensemble de la population, que ce soit sous forme de livres, comme celui qui est derrière moi, petit instant promo pour le café, ou que ce soit par le biais de vidéos, de podcasts, et dans les musées et muséums que l'on peut trouver sur l'ensemble de la vraiment la transmission des savoirs, la transmission des cultures, et grâce aux médiateurs et aux médiatrices que l'on peut trouver dans les musées ou lors des ateliers et que vous avez peut-être croisés pendant la fête de la science qui a lieu en octobre tous les ans. Et du coup, est-ce que Virginie, Sabrina, vous avez une définition peut-être différente ou des éléments pour compléter la définition que Dounia nous a donnée? Je trouve que sa définition est hyper complète. Enfin, il y a vraiment tout a été dit. Je pense qu'il y a aussi le côté aussi dans la culture scientifique. Je rajouterais juste ça très rapidement. Je pense qu'il y a aussi le côté transmission des savoirs, mais via de la formation, que ce soit de la formation universitaire, scolaire, ou même dans la vie de tous les jours, on peut trouver un peu de culture scientifique un peu de partout, quoi. D'accord, merci beaucoup. Sabrina, un complément peut-être? Oui, pour moi, la culture scientifique, c'est réussir à expliquer des concepts compliqués avec des mots qui sont à la portée de tous. C'est le travail, je trouve, de tout un chacun. Dès qu'on fait de la science, dès qu'on la comprend, eh bien, il faut l'expliquer aux autres. Je trouve que c'est le rôle des étudiants qui sont chez nous dans nos parcours. Mais c'est quelque chose qui s'apprend effectivement et il faut être formé à ça parce que c'est pas toujours facile en fait de trouver les bons mots, la façon juste et en fonction du public, on va pas expliquer quelque chose puisque les attentes vont être différentes, que ce soit pour un enfant de 8 ans que pour plutôt un ado ou encore un public senior par exemple, voilà, qui a peut-être plus vécu et je trouve que c'est justement la diversité du public et se mettre à la portée de ce public-là, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Et Clémentine me dit dans le chat qu'elle est tout à fait d'accord avec les définitions que vous donnez. Et ce que tu dis, Sabrina, me permet de faire un pont aisé avec ma question suivante. C'est cette culture scientifique, quelle est, entre guillemets, sa place dans la société et surtout aussi quelle est dans sa place dans le débat public aujourd'hui? De votre point de vue, comment vous voyez ces choses-là? Parce qu'on est dans une période de pandémie, donc la science est devenue un acteur majeur du débat public. Comment il est perçu? Comment cette culture scientifique, technique et industrielle, elle intervient, elle interagit avec ça? Eh bien, elle est essentielle. Qui plus est, en ce moment, les liens entre la science et la société, la place vraiment de la culture scientifique à proprement parler pour tous les publics, à tous les âges, devrait être essentielle, devrait faire partie du paysage sociétal. C'est-à-dire qu'on devrait retrouver la science, sa popularisation et son accessibilité vraiment dans tous les domaines normalement, publics, à la télé, dans les journaux, dans la façon dont les élus peuvent nous adresser leurs recommandations, surtout en ce moment. Et c'est pas forcément le cas. Notamment, j'ai envie de dire, mais on pourra peut-être en parler plus tard à la télé, la science est présente, mais pas forcément de la bonne façon, et pourtant, elle est essentielle et indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure et ce qui nous arrive. Pandémie, la 5G, le réchauffement climatique, quelle est notre place dans l'univers? Toutes ces réponses, ces ébauches de réponses que peuvent apporter la science et la culture scientifique doivent et devraient faire partie vraiment de notre société au même titre que la peinture, la musique, le cinéma et tous les autres arts finalement. Virginie, Sabrina, Clémentine, est-ce que vous avez des compléments, des réactions, des remarques?
Ouais, non seulement elle est essentielle, mais en fait, je trouve qu'actuellement, la science, au niveau de la place publique et sociétale, je la trouve assez mal comprise des fois. Ça fait un petit peu peur et je trouve que à ce niveau-là, il y a besoin de faire un gros travail là-dessus parce que on entend souvent parler justement de ces innovations au niveau, comme ça a été mentionné, 5G, les vaccins, etc. Mais il manque encore, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que le public, en tout cas, s'approprie un peu toute cette science. Et c'est un gros travail quand même qui nous attend. Merci, Oui, Virginie. oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement un gros travail à faire. Je pense que c'est le rôle des associations. On a parlé du Labo des Savoirs donc je pense en particulier, mais il y a beaucoup d'autres associations qui sont là pour transmettre l'information et pour l'expliquer aussi, hein. C'est ça, en fait, il faut beaucoup de pédagogie pour pouvoir intégrer des concepts parfois un peu compliqués et également rétablir ce que c'est qu'un fait scientifique, comment c'est prouvé, comment c'est démontré, avec aussi, hein, c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup et qu'on essaie de transmettre à l'université, c'est avoir un esprit critique. Et donc, c'est aussi se dire, est-ce que cette information, elle est correcte? Est-ce qu'elle a été démontrée? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut la diffuser si on n'a pas vérifié la source, etc. etc. Donc voilà, donc il y a aussi une tournure de l'esprit et qu'il faut, qui est nécessaire et qui doit être véhiculée par beaucoup de médiateurs, en fait. Clémence me fait parvenir par message que, de son point de vue, le but est avant tout d'encourager les personnes à devenir curieuses et à chercher par elles-mêmes les informations. Euh, cette culture scientifique, technique et industrielle, elle se fait grâce à des acteurs, et alors ils sont très divers. Il y a les CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle, il y a les musées, et il y a aussi les vulgarisateurs dont vous êtes en partie. De votre point de vue, comment ces acteurs ils s'articulent, comment ils participent et sûrement différemment à cette diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle? Qui veut se lancer? Vaste question également. Ce sont des pratiques très différentes. Sabrina pourra en parler bien sûr, mais il y a tout le volet formation à l'université. Les centres de culture scientifique, technique et industrielle apportent un échange avec le public qui est extrêmement important, un lien, une curiosité qui est apportée vers les publics de tout âge qui viennent et pas non seulement que les familles comme on pourrait le croire, et dont la place est essentielle dans la culture scientifique. Et un troisième volet, ce sont bien sûr les vulgarisateurs et les vulgarisatrices que l'on peut trouver sur Internet, de tout format différent, la vidéo, le podcast, le blog, mais aussi le dessin, les livres, toutes les interventions que vous pouvez entendre même à la radio. Ce sont trois pans différents, essentiels, complémentaires, et ce sont des acteurs qui travaillent ensemble, pas toujours facilement. Il y a encore des ponts qui doivent se créer. Heureusement, c'est en train de se faire. Ça a beaucoup changé depuis ces dernières années et les vulgarisateurs et vulgarisatrices travaillent avec les CCSTI, travaillent avec les universités et tout ceci fait un très bon mélange qui se regroupe d'ailleurs sous une autre association qui s'appelle l'AMSTI, qui est le réseau des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, et dont beaucoup d'acteurs sont regroupés pour essayer de travailler ensemble, créer des projets, faire des groupes de travail et faire avancer la culture scientifique. Donc ça bouge en France. On n'a peut-être pas tous les moyens qu'on voudrait pour remettre la science dans la société, mais on travaille aussi beaucoup à l'espoir, la curiosité, la passion pour que ça puisse se faire malgré tout. Virginie, Sabrina, Clémentine, est-ce que vous voulez ajouter des éléments à cette intervention très complète de Dounia? Et c'est vrai que pour préparer la conférence, je me suis un peu renseigné.
comme toute personne compétente qu'il se doit. Et ce qui est très étonnant, c'est que les CCSTI sont des structures extrêmement récentes. Le premier, celui de Grenoble, il date du tout début des années 80. Le grand public connaît peut-être plus facilement aussi la Cité des Sciences et de l'Industrie qui est à Paris. Et c'est vrai que quand on fait une comparaison avec la grande culture, celle des musées, des opéras, on est encore à un état de grande jeunesse pour la culture scientifique et technique. Et justement, est-ce que cette jeunesse, elle participe pas aussi à une pluralité de nouveaux acteurs et à une plus grande diversité qu'on pourrait le voir dans la culture classique? Qui veut se lancer? Bah, ouais, je pense que tous les vecteurs sont bons, hein. Il faut multiplier ces vecteurs-là tant qu'ils permettent vraiment de diffuser, de faire parler et d'expliquer, hein, parce que c'est vrai que souvent on dit la recherche, elle se fait dans un labo par une personne, des chercheurs qui sont en groupe, on appelle ça des équipes, ça peut être par des équipes aussi, mais tout ça, c'est fait pour la communauté, c'est fait pour, on va dire, de la science fondamentale, c'est fait pour de la recherche appliquée, et je pense que c'est le devoir, c'est de partager tout cela. C'est vrai pour ce qui se fait actuellement, donc la recherche de pointe, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui existe et tout ce qui a existé par le passé. Je pense par exemple à l'histoire des sciences, comment des concepts sont arrivés. La thermodynamique, c'est un sujet qui est passionnant, et c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie de la culture. C'est l'histoire des sciences, c'est un vrai point d'accroche qui permet d'expliquer beaucoup de choses, et donc voilà, c'est vraiment, ça peut être les médias, les supports peuvent être complètement diversifiés, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on peut toucher, je pense, le plus grand nombre de personnes. Clémence me dit dans le chat qu'elle a un commentaire à faire et qu'a priori son micro marcherait peut-être. Et non. Malheureusement, non. On y a cru. On y croit. Dommage. Moi, du coup, pour ajouter un petit peu, pour compléter un petit peu cette question autour des acteurs de la vulgarisation scientifique, etc., je trouve que ces dernières années, j'ai vu pas mal apparaître, notamment sur les plateformes de vidéos comme YouTube, ou même là, ça commence à arriver sur Twitch, hein. L'exemple est ce soir, on fait un live autour des sciences, etc. Il y a énormément en fait de nouveaux de vidéastes qui se lancent pour faire du contenu de vulgarisation autour de l'astronomie, même autour de l'histoire, tout simplement, et avec du contenu vraiment recherché, bien détaillé, et franchement hyper bien dans des formats très courts. Et je trouve que ça amène vraiment des gens à se poser des questions et justement à aller après derrière rechercher par eux-mêmes, comme disait Clémentine tout à l'heure, que les gens cherchent par eux-mêmes. Et puis aller ensuite derrière lire des livres, aller dans les musées. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée à prendre. Après, c'est quand même, à mon sens, hyper difficile de se faire sa place en tant que vidéaste sur ces plateformes-là. Tout à fait. Ça fait quelques années, en effet, que le paysage s'est énormément diversifié. Parce que aussi, il y avait un trou d'air provoqué par l'absence de la science dans beaucoup de médias. Et très honnêtement, moi, je ne peux penser qu'à la radio quasiment, puisque même la presse écrite est en énorme difficulté en ce moment. Et à nouveau, je ne veux pas m'engager sur le domaine de la télévision, mais c'est vrai qu'il y avait un énorme trou d'air et des vulgarisateurs, des curieux, des passionnés se sont vraiment engouffrés dedans et créent ces vidéos, notamment sur YouTube, mais pas que, et se lancent aussi sur Twitch et sur l'ensemble même des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok aussi. On a un envahissement positif de l'espace Internet de vulgarisation scientifique. Et puis surtout, ça amène justement ces vidéastes ensuite à travailler justement avec les institutions de recherche ou même à monter leurs propres livres ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de travailler. Bon, après, c'est précaire, mais ça peut amener à plus, quoi.
On a une section complètement dédiée à la fin de cette conférence, justement, sur les vulgarisateurs les plus récents. Mais c'est très bien de le mentionner parce que ça me permet de faire une super transition. Parce que dans les acteurs de la vulgarisation, il y a une institution vénérable et très ancienne qui sont les universités. Et c'est le sujet de notre prochain thème, puisque les universités font de la vulgarisation, et on a Sabrina qui est là pour ça. Est-ce que Sabrina, tu peux nous indiquer un petit peu comment se fait la vulgarisation à l'université, notamment au niveau des laboratoires? Qu'est-ce qu'ils font? Pour qui? Est-ce que cette action de vulgarisation, elle est dans la mission des enseignants-chercheurs? Ou est-ce que c'est un hobby pour beaucoup d'entre eux? Alors, je pense vraiment que c'est une mission de service public, hein, ça fait partie de nos missions d'enseignants-chercheurs. Mais comme on le disait, c'est vrai que ça demande peut-être un petit peu de formation pour s'adapter au public ciblé. Donc, en principe, ça se fait quand même assez naturellement parce que que ce soit les maîtres de conférences, que ce soit les chercheurs, ils ont l'habitude de parler et souvent, ils font ce métier parce qu'ils aiment le contact, ils aiment échanger, transmettre. Donc voilà, donc des fois, on a besoin peut-être un petit peu d'un petit coup de pouce, plutôt d'un échange de bonnes pratiques, en fait, avec les collègues. Et puis on se lance sur les stands de la fête de la science. Ça commence souvent comme ça. Et puis après derrière, il y a plein d'actions qui peuvent être vers les écoles, par exemple. On peut faire venir les écoles aussi à l'université pour faire des expositions, par exemple. On peut faire venir les écoles au muséum d'histoire naturelle. Souvent, on travaille beaucoup avec le muséum. Alors souvent dans le cadre de la fête de la science, puisqu'ils accueillent des chercheurs sur des thématiques. Et après, l'autre façon de faire aussi, c'est d'aller dans les lycées. Donc, il y a Passeport Recherche qui existe pour ça, où un chercheur va dans les classes de lycée et du coup, pendant une année, il va suivre un groupe d'élèves de première, de seconde, qui vont faire un projet et on va également les accueillir à la fac dans les labos pour leur montrer et partager notre recherche avec eux. Donc, il y a vraiment plein d'actions qui existent comme ça. Je sais que j'ai des collègues en M2, énergie nouvelle et renouvelable, qui font participer leurs étudiants de Master 2 vers des collèges, par exemple, et qui font tout un travail d'animation pendant l'année avec ces élèves. Donc, c'est vrai que c'est l'affaire de tous. Après, je pense que le rôle de l'enseignant, ça va être d'essayer de manager un petit peu, mais c'est bien aussi d'investir des élèves. Moi, j'ai fait un passeport recherche l'année dernière et c'est vrai que c'était super de voir des élèves de première qui s'accaparaient les sujets, qui faisaient des recherches. Alors, on leur expliquait quelle était la méthode, comment présenter, etc. Et voilà, il faut souligner le travail formidable aussi des enseignants à ce moment-là du lycée, du collège, enfin qui accompagnent et qui sont vraiment demandeurs. Donc c'est super. Il est vrai que... Ah, je t'en prie, j'allais vous laisser la parole. Justement, j'allais dire, est-ce que Virginie, Clémentine, Dounia, est-ce que de votre point de vue, l'université a toujours été identifiée par vous, dans votre action de vulgarisatrice, comme étant un acteur de la vulgarisation, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est à rigueur surprenant? C'est vrai que moi, quand je pense université, je pense évidemment formation, je pense recherche, et c'est vrai que c'est que dans un 3e, voire 4e temps qu'on pense à son rôle de diffusion de la culture, et de la culture scientifique et technique et industrielle. Vous, comment vous le voyez de votre point de vue? Alors juste si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'il vient de dire au niveau des chercheurs, pour dire qu'en fait c'était souvent très agréable de faire de la vulgarisation avec les chercheurs, en tout cas de la médiation, parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils sont en train de faire en fait et qui ont envie de le partager. Du coup c'est toujours plus agréable à faire pour les personnes qui sont là, de voir quelqu'un qui est en face, qui est passionné et qui a juste envie de vous montrer ce qu'il fait tous les jours dans son laboratoire. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de chercheurs qui sont très bons pour ça. Et l'université les encourage souvent, notamment avec la fête de la science, ce genre de choses, dans ce sens-là, en fait, à partager ce qu'ils aiment. Donc voilà.
l'université, ça reste quand même un haut lieu, on va dire, de culture scientifique, ne serait-ce que par la présence des chercheurs et des chercheuses qui sont, il me semble, les premières personnes à peu près à produire du savoir accessible aux humains et aux humaines que nous sommes. Et ensuite, il y a un rôle des médiateurs, des vulgarisatrices, de diffuser ces connaissances, mais l'université reste le lieu de production de ces connaissances scientifiques, et par-delà, est amené également à produire une Et je pense, je rebondis sur ce que vient de dire Dunia, il y a un vrai rôle d'accompagnement de la part des médiateurs aussi. En fait, ce qui marche, et nous, ce qu'on aime faire à la fac des sciences, c'est ce binôme-là. Et c'est pour ça, j'en profite, je fais un peu de pub. Après tout. Cette année, non, cette année, on fait l'événement Brain and Breakfast avec le Labo des Savoirs, en collaboration avec le Labo des Savoirs. Parce que justement, c'est. Ouais, les choses se on fait font. le lien. Et c'est ouais, voilà, c'était vraiment, je trouve, un plus parce que finalement, il y a une façon d'aborder les thématiques. Il y a vraiment voilà, une pensée qui doit être diffusée et libérée aussi quelque part. Et je trouve que, voilà, que les médiateurs font ça très très bien. En fait, ils vont chercher l'information fine et aussi essayer de poser les questions pour qu'on réussisse à bien aussi faire passer un message. Et des fois reformuler aussi parce qu'on va dire quelque chose d'une façon peut-être un petit peu trop, avec un vocabulaire un petit peu trop scientifique. Et je sais qu'il y a vraiment un travail incroyable de recherche qui est fait. J'ai vu Dunia et les gens du Labo des Savoirs traiter certains sujets. Je me souviens encore de Rodolphe Turpot qui avait parlé de l'attaque zombie. C'était l'année dernière à Halloween et c'est un sujet qui finalement est très très proche de la pandémie. Maintenant qu'on a un peu de recul là-dessus, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec ça et je trouve que le travail qui avait été réalisé par tous les médiateurs du Labo des Savoirs avait été formidable sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. On a des petites questions dans le chat, donc je me permets de faire une petite parenthèse question. On a Aerox on Air qui nous demande qu'en est-il de la profusion des fake sciences sur les réseaux sociaux comme TikTok ou les pseudo-hacks comme la pièce qui tourne par pseudo-champ électromagnétique et ce genre de choses. Quel impact voyez-vous derrière cela? On ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire les complotistes. On ne peut pas interdire les fake news. Elles se propagent même plus vite que les véritables nouvelles, que les véritables savoirs. Donc, il ne faut pas, à mon sens, essayer d'aller à contre-courant, mais essayer d'aller dans le même courant, mais de proposer quelque chose de différent. D'amener les gens à prendre un autre chemin d'eux. Mais regardez, il y a aussi quelqu'un qui est en train de nous expliquer que ce petit contenu avec cette pièce magique, scientifiquement, et c'est faux. Et voici pourquoi vous devriez vous poser des questions. Donc, ces gens qu'on dit des complotistes ou producteurs de fake news essayent toujours la confrontation, essayent le clash. Et je pense qu'on a plus intérêt à essayer de les écouter, de se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que ces personnes sont plus sensibles à ces fake news? Pourquoi est-ce qu'elles les écoutent et pas... Qu'est-ce qu'on fait mal? Qu'est-ce que la vulgarisation scientifique, qu'est-ce que la culture, les médiateurs font mal pour qu'on ne puisse pas être écouté? Et au lieu de se moquer de ces personnes, je pense qu'on devrait plutôt essayer de les accompagner avec beaucoup de bienveillance, de se poser les questions pour qu'on puisse aller tous dans le bon sens, on va dire. On a une question de Showbus IQ qui demande si justement, autour du support Internet comme média pour vulgariser, est-ce que sans véritable contrôle et vérification, c'est un bon support? Et par extension, je me disais, est-ce que cet effet de fake news et son amplification, c'est juste un effet propre aux médias Internet? Ou est-ce que c'est une problématique qui touche aussi tous les médias de vulgarisation? Alors, qu'est-ce que tu appelles de médias de vulgarisation? Est-ce que c'est une problématique qu'on peut voir aussi dans les questions comme l'édition scientifique grand public, les magazines? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir, toi, Dunia, qui est à la radio, dans les radios? Est-ce qu'il y a des gens à la radio qui font aussi parfois des fake news? Est-ce que, donc c'est de la presse écrite, c'est de la presse audio, est-ce que c'est spécifique au champ des médias Internet ou pas du tout? Et en fait, c'est juste que on a un effet de loupe
qui fait qu'on voit principalement ces problèmes-là, alors qu'ils existent dans les autres médias, et surtout qu'ils existaient aussi dans le passé. Est-ce que vous avez un avis, une posture, une remarque, réaction à ça? Je dirais que c'est aussi d'être attentif à justement aux mots qui peuvent être écrits ou dits. Enfin, il y a un côté interprétation de toute façon. Peu importe les phrases que je vais lire sur un article ou les phrases que je vais entendre dans une émission de radio autour des sciences, il y a toujours quelqu'un ou une personne qui va mal comprendre parce que justement peut-être qu'elle ne saisit pas tous les tenants et les enjeux. Et justement, il va y avoir une interprétation qui va être faussée et du coup qui va amener justement à ces propagations de fake news. Donc c'est assez compliqué finalement. Moi je la trouve très compliquée cette question autour des fake news, mais en tout cas hyper intéressante à discuter. Il y aurait un sujet de conférence entier à faire sur les fake news. Ouais, assurément. totalement. Je note l'idée sur le coude. Elle ressortira peut-être. Ben justement, je crois que c'est à la BU de Sciences, Régine Auré, qui propose des ateliers fake news, en fait, où il y a un intervenant qui explique comment on peut fabriquer des fake news. Et c'est assez intéressant, c'est voir finalement la construction, etc. Et l'idée, c'est d'apprendre à détecter pourquoi c'est une fake news. Et je trouve ça assez intéressant comme projet, puisque finalement, l'idée, là encore, c'est de voir, de comprendre et de pouvoir aussi, grâce à ça, grâce à la façon dont c'est monté, en comprenant comment c'est fait, qu'on peut aussi démonter, comme proposait Dounia, un sujet et expliquer pour quelles raisons et pourquoi en fait c'est présenté comme ça. Il y a des choses qui ont l'air tellement bien faites et qu'il faut réussir à défaire. Donc je crois que c'est au mois de février en principe. À surveiller et à voir avec Régine. C'est noté. L'Absirène est déjà en partenariat avec la BU Sciences pour plein d'autres projets. Et donc, du coup, il y a des liens qui se feront. L'université, Okay, elle participe comme acteur de la vulgarisation, mais c'est aussi et avant tout un centre de formation. Et il existe des formations de vulgarisation. Et justement, Clémentine et Virginie, vous êtes dans un master de culture scientifique et technique. Est-ce que, alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est comme formation que le master que vous faites à l'université de Grenoble, si je ne me trompe pas? Je te laisse commencer, Clémentine. Eh bien, donc en gros, c'est sur 2 années. Et le but pour nous, c'est d'apprendre par plein d'outils différents. En fait, c'est ça qui est plutôt bien, je trouve. Comment diffuser la science un petit peu avec plein d'acteurs différents aussi. Donc, c'est vraiment un master où on se forme pour essayer de rendre le plus accessible possible la science. Après, je pourrais vous dire toutes les matières qu'on a, mais je pense pas que c'est le plus important. C'est vraiment, on a des outils, enfin, on nous donne des outils pour essayer de faire au mieux pour redistribuer la science à tout le monde, on va dire. Je sais pas, Virginie, comment tu veux le dire toi, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir développer nos compétences, en tout cas en communication, et savoir, être polyvalent pour savoir un petit peu comment cette culture scientifique elle est construite, et surtout comment aussi les stratégies autour des recherches scientifiques, comment c'est fait, et comment faire le lien justement entre recherche scientifique et vulgarisation, médiation en tout cas scientifique dans différentes animations ou d'autres événements. Bon, cette année, c'était un peu compromis de faire la fête de la science pour nous, mais effectivement, par exemple, on devait faire une animation scientifique, démontrer certains concepts scientifiques. Ça n'a pas pu le faire, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans ce master. On a des questions dans le chat, justement, sur la formation. Comment vous en êtes venu à vous dire je vais m'orienter vers un master de vulgarisation? Quel est votre parcours à la base? Est-ce que vous êtes scientifique ou plutôt communication, journalisme? Le master à la fin, il débouche sur quel type de métier, par exemple?
C'est hyper varié. Alors du coup, pour répondre, moi, à la base, j'ai fait un master en géographie avec une spécialisation en environnement. Et derrière, j'ai commencé à travailler un petit peu dans tout ce qui était risque d'inondation et ouvrage hydraulique. C'était pas quelque chose qui me passionnait finalement et j'ai décidé de me reconvertir. Donc je suis un peu tombée dans la médiation numérique. Et en 2020, le Covid est arrivé et j'ai décidé justement de sauter le pas en me disant j'avais envie de continuer à transmettre des connaissances autour des sciences, j'avais envie de revenir vers les sciences un peu plus, pas rester que sur le numérique. Et du coup, j'ai décidé de postuler au master parce que je le connaissais, ça faisait 2-3 ans que je le connaissais, que je côtoyais des étudiants de ce master qui me disaient viens, c'est génial. Et du coup, j'ai décidé de postuler à ce master-là. Donc, je ne le regrette absolument pas pour l'instant. Et il faut savoir qu'on a plein de profils différents dans le master aussi en tant qu'étudiant. Et moi, je trouve ça super enrichissant parce que du coup, chacun apporte son background en fait. Du coup, moi, j'ai une licence de chimie de Sorbonne Université et en fait, j'ai la chance d'avoir le entre guillemets double diplôme. J'ai chimie et médiation scientifique. Et du coup, un peu dans la continuité de la médiation scientifique et en fait, avec la recommandation des professeurs qui connaissaient la plupart des masters de communication et médiation, et je suis venue à Grenoble. Et voilà, vraiment, je ne regrette pas parce que c'est voilà, entre les étudiants qui arrivent tous avec leur bagage, les professeurs qui nous permettent d'en avoir encore de nouveaux. Et voilà, je suis très heureuse d'être là en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, vous avez l'impression de faire une formation en sciences, une formation en communication, ou vraiment une formation spécifique? Moi, je suis le genre de personne qui parfois aime bien ranger les choses dans des petites boîtes. Alors du coup, ce master, c'est un master de sciences, ou pas, ou c'est vraiment un master qui lui est propre et qui du coup, justement, ça lui donne sa spécificité. Comment vous le percevez, vous? Je dirais que c'est un entre-deux en fait finalement. Enfin, on est dans un master info-communication, mais en fait comme on est vraiment tous des passionnés autour des sciences et puis on a enfin on vient tous finalement de master ou de licence en sciences, chimie, géologie, biologie, enfin vraiment c'est très complet. On a même des gens qui viennent d'histoire, donc voilà, tout le monde peut venir. C'est pas fermé finalement. Personne n'est arrivé d'infocom ou de journalisme. Et en fait, on s'entraide énormément et on se donne des infos de science entre nous. Donc en fait, on contribue un petit peu en fait aussi entre nous à s'entraider et à se donner des bonnes connaissances dans les sciences. Après, on va aller chercher auprès des acteurs aussi scientifiques. Tout à l'heure, Clémentine Cool. disait... Oh, pardon, je t'en prie, Sabrina, réagis. Non, c'est pas grave. Non, Si, mais si. j'avais une question. J'avais une question. En fait, je me demandais si justement est-ce que pour exister ce master, il doit avoir lieu dans un lieu de formation en fait pluridisciplinaire? Est-ce que l'université de Grenoble dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est très elle est plutôt, enfin, je connais Joseph Fourier, je ne sais plus si elle a peut-être changé de nom, ça a dû changer de nom depuis le temps. Mais du coup, je me disais, est-ce que c'est vraiment pluridisciplinaire ou est-ce que c'est plutôt sciences techno du coup? Alors, nous, Ou est-ce que vos intervenants... Ouais. Allez-y, pardon. Vas-y. Entre guillemets, fermé les sciences des infocommunications. Donc en fait, on n'a pas vraiment, si vous voulez, de cours en sciences, même si on pourrait, parce que du coup, maintenant, c'est tout sur la même plaque. C'est juste qu'on va discuter avec eux, en fait, avoir pas mal d'échanges avec tous les laboratoires qu'il y aura qui dépendent du coup de l'université Grenoble-Alpes. Donc, c'est pas, on va dire, une nécessité d'avoir une université qui aura les départements de sciences parce qu'on n'a pas cours avec eux spécialement. Mais dans tous les cas, il y aura de forts échanges parce que ça va être avec eux qu'on aura, en fait, qu'on sera au quotidien pour créer nos contenus, notamment pour les cours. Voilà. Après, Virginie, pareil, si ton opinion est autre, n'hésite pas. Non, t'as bien résumé. T'as bien résumé, donc c'est bon. Tout à l'heure, quand tu présentais ton parcours, Clémentine, tu disais que tu avais fait une licence de chimie avec une mention supplémentaire en médiation. Ça me permet de faire une merveilleuse transition avec mon point suivant, c'est
comment les formations de scientifiques, donc dans les facultés des sciences ou éventuellement les écoles, comment elles intègrent les questions de vulgarisation, comment cette mention-là est apparue, et est-ce que les formations scientifiques, elles amènent à créer des vocations de vulgarisateurs? Alors peut-être pour répondre à une partie de la question, du coup, moi ça a été assez nouveau ce double chapeau en fait à la faculté où du coup c'est une majeure en sciences, donc qui peut être n'importe laquelle, chimie, géologie, enfin sciences de la nature, et une mineure du coup qui va être un petit peu plus transdisciplinaire. Ça a seulement quelques années, et après c'est vraiment les étudiants qui de leur bon vouloir vont prendre ces mineurs-là. Donc après, il y a des initiations toujours dans les premières années, mais c'est à chacun en fait de voir s'il veut vraiment s'investir dans cette partie-là. Après, je sais que voilà, à Sorbonne Université, ils essayent maintenant d'avoir ces profils un petit peu plus justement qui poussent à la médiation avec des yeux qui vont être destinés des matières qui vont être destinées aux personnes à apprendre justement à comment communiquer avec le public. Après, je ne m'avance pas pour les autres universités parce que du coup, je ne sais pas du tout. On a une question dans le chat qui me semble intéressante, qui est posée par Shobu Saiku, qui demande si, entre guillemets, l'appellation vulgarisation, elle est due au fait que la façon de véhiculer la culture scientifique et technique, elle se fasse dans le langage, entre guillemets, vulgaire, en opposition au langage parfois technique, voire jargonnant, que les scientifiques peuvent avoir. Ou est-ce que ça englobe peut-être plus largement des méthodes, des approches qu'aurait pas un scientifique, et on dirait évidemment des compétences spécifiques au vulgarisateur que n'aurait pas le scientifique. Quelle est votre perception sur cette question? Alors, si je peux me permettre, du coup, je vais essayer de casser un mythe. Les vulgarisateurs et vulgarisatrices sont des scientifiques dans la grande majorité et même à très haut niveau. La plupart des gens que vous allez voir sur YouTube, que vous allez voir en podcast, créer des ouvrages sont des scientifiques en vérité de haut niveau, mais qui ont choisi de véhiculer leur savoir par la vulgarisation. Il y a une étude qui date de 2012 qui a été réalisée par Tania Louis sur le profil des vidéastes, et elle a montré que la plupart de ces vidéastes, de ces gens qui sont sur YouTube, ont Bac+5. Ce sont des gens extrêmement pointus dans leur domaine et qui peuvent être des conférenciers, mais ils ont juste adapté leur niveau de langage, ont évité le jargonneux, ont préféré des métaphores, ont décidé de rendre ce savoir accessible sans qu'on ait eu besoin de faire un Bac+5, un Bac+3 ou quoi que ce soit dans ce domaine, pour que la curiosité et la connaissance puissent être communiquées. Les vulgarisateurs sont des scientifiques et ce ne sont pas des gens très vulgaires, quoique, ça dépend, ça peut arriver. Virginie, Sabrina, comment vous le percevez, cette question? Pour compléter un petit peu, je dirais aussi que les vulgarisateurs sont des scientifiques, mais en plus, c'est des gens vraiment très, très passionnés par ce qu'ils font et qui cherchent vraiment à ce que le plus grand nombre puisse justement s'intéresser à ces questions autour des sciences. Enfin, j'en dirai pas plus parce que je trouve que c'était hyper complet. Donc, effectivement, je suis très d'accord avec ce qui a été dit. Oui, complètement, hein, c'est toujours un petit peu difficile parce que parfois on est obligé des fois de simplifier un concept quand on veut le vulgariser, peut-être d'être un petit peu moins précis, par exemple sur des chiffres. Donc, des fois, on a un résultat numérique et on veut dire on a trouvé 7,6, 10 moins 3. Et après, voilà, on va dire bon, on a trouvé quelque chose de l'ordre de 1 sur 100, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est finalement ce qui compte, c'est de pouvoir vraiment essayer d'atteindre le plus de personnes possible en utilisant effectivement un langage qui va être finalement voilà,
on va moins s'attacher à dire le mot exact, voilà, le chiffre à la virgule près, etc. Puisque l'important, c'est de faire passer un message ou de raconter une histoire. Hein, c'est ça l'idée. Et si ce message passe, si l'histoire est comprise, ben, je pense que c'est gagné dans ce cas-là. Et justement, toi, Sadrina, qui enseigne à l'université, pour les étudiants que tu as devant toi, quelle est leur perception de la vulgarisation? On a vu tout à l'heure dans le chat une question qui demandait si la vulgarisation, ce n'est pas un peu une autre facette de l'enseignement hors système éducatif traditionnel. Comment ça s'articule entre la formation académique et la vulgarisation? Est-ce qu'elles sont complémentaires ou parfois concurrents? Comment vous voyez ça, en fait? Ben, moi, je prends l'exemple, je fais pas mal de projets interdisciplinaires avec tu vois, des collègues, par exemple, mathématiciens, des collègues qui sont plutôt des thermiciens ou d'autres qui travaillent en géologie. Voilà. Et moi, je suis physicienne de formation. Et la première chose qu'on a dû faire, en fait, quand on travaille dans un domaine interdisciplinaire comme ça, c'est de trouver un langage commun. Et parce qu'on n'appelle pas les choses de la même façon, en fait. On parle souvent des fois de la même chose, mais on a des façons de les appeler qui sont assez différentes. Et donc, finalement, dans ce travail-là, dans l'élaboration de projets interdisciplinaires, le premier travail, c'est de vulgariser, d'expliquer à nos collègues comment on fait, comment on travaille, jusqu'à trouver un langage commun. Et après, une fois que ce langage est trouvé, là, on peut aller vraiment dans la profondeur du sujet, dans sa mise en œuvre, qu'elle soit numérique ou appliquée. Mais c'est vraiment, c'est assez passionnant du coup. Donc ça, c'est auprès des collègues. Après, au niveau des élèves, donc on fait un cours qui va durer, par exemple, qui prend 5 ECTS, donc qui va durer 48 heures, et qui démarre en septembre et qui finit en décembre, on va forcément très en profondeur dans un sujet, on va développer des équations, on va donner beaucoup de détails. Si on fait des cours plus pour un public, par exemple, un peu différent, hein, si je ne m'adresse pas à mes étudiants physiciens, mais que je vais plutôt m'adresser à des étudiants qui font des sciences de la Terre et de l'univers et qui n'ont pas cette même connaissance des équations et de la physique à proprement parler, ben là, je vais essayer plutôt d'être dans la vulgarisation. Et ce qui va vraiment m'importer, ça va être finalement que c'est ce que disait Dunia tout à l'heure, hein, c'est de les intéresser suffisamment au sujet pour qu'après ils aient envie de faire leur recherche par eux-mêmes. Et voilà, donc je pense que quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a réussi à franchir une étape et qu'on motive les gens. Je vois que les autres intervenantes acquiescent de la tête. Est-ce que de votre point de vue, la vulgarisation, elle est parfois créatrice de vocations scientifiques? Donc, j'ai vu un super vulgarisateur et du coup, j'ai envie de faire des sciences. Moi, je ne cache pas que avoir regardé C'est pas sensible pendant toute mon enfance a beaucoup influé sur le fait de choisir les sciences comme projet d'études. Mais est-ce que de la certaine manière aussi, est-ce que le fait d'étudier les sciences, ça n'amène pas naturellement à avoir envie de les vulgariser? Donc, double question, emboîtée. C'est pas impossible que du coup, à un détour d'un cours, on découvre une notion, on découvre même parfois juste une équation, un concept qui nous fascine peut-être tellement qu'on a envie de le dire à tout le monde. C'est peut-être ça la première étape de la vulgarisation, c'est « Oh, j'ai découvert les trous noirs. Je savais pas ce que c'était, je savais pas que ça existait, mais c'est génial ce truc. » Et tu as envie de souder tout le monde avec, tu as envie d'en parler à ton frère, à ton père, à ta mère, à ton grand-père, à tout le monde. C'est peut-être comme ça que ça peut commencer la vulgarisation. Ça peut commencer en effet avec un ouvrage, avec C'est pas sorcier. Notre génération a été bercée à C'est pas sorcier. Et je pense qu'en effet, il y a eu beaucoup de vocations qui ont été créées, des vocations scientifiques, vraiment, pas forcément de vulgarisation, mais de scientifiques, qui ont été créées parce qu'un ouvrage a croisé le chemin, parce qu'on est tombé sur peut-être La Nuit des étoiles, qui passait encore à l'époque à la télé, et on s'est intéressé petit à petit à ces choses. Ça peut même être dans
dans la fiction, dans les séries, dans voilà, des choses vulgarisées, mais mélangées à de la fiction. Et ça amène à se poser des questions. Et à partir du moment où ça commence à cogiter, on essaye de regarder sur Internet, quand Wikipédia existait peut-être pas, mais alors à la bibliothèque. Et on se pose la question, on se demande, peut-être qu'en effet, ça crée des chemins, ça crée un futur ou une future scientifique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue la vulgarisation. Moi, je suis née de la nuit des étoiles. Hein, Uber Eats. C'est comme ça qu'a commencé ma grande passion pour les planètes et la planétologie. Ça a démarré de là. Donc, effectivement, c'est pour ça aussi peut-être que j'y attache autant d'importance, hein, parce que finalement, on y puise de l'énergie, on y puise de l'envie. Et après, voilà. Et quand on a compris les choses, c'est tellement bien d'essayer de les transmettre. Donc, c'est un vrai plaisir en retour. Ouais, effectivement, pareil. Hein. Moi, j'ai regardé C'est pas sorcier toute mon enfance. J'ai essayé de louper le moins d'épisodes possible. Du coup, à un moment, on m'a dit faut que tu fasses quelque chose dans ta vie, clairement. Et je me voyais pas, je savais pas trop ce que je voulais faire, effectivement. Mais en repensant à C'est pas sorcier, je me disais j'ai trop envie de travailler de faire quelque chose avec les sciences. Alors j'étais très mauvaise en physique, j'étais très mauvaise en chimie. J'étais pas terrible en SVT non plus, vraiment. Mais finalement, je me suis j'ai continué un peu ma voie en essayant de faire un entre-deux. Donc en partant vraiment dans la géographie, puis après en me disant, mais en fait, c'est peut-être pas la géographie qui me passionne, mais c'est de dire, tiens, je vais aller voir les gens, puis je vais leur dire, lis ce livre, fais ça, regarde ça, tu vas voir, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment d'aller à la rencontre du public, en fait, pour leur apporter le maximum d'émerveillement, du mieux possible en tout cas. Et je pense que c'est parti un petit peu de ces émissions de vulgarisation qu'on avait à la télé. Ouais, et puis peut-être pas que les émissions. Enfin, moi, personnellement, j'avoue que c'est un professeur de physique-chimie en collège qui m'a juste, en fait, qui était passionné, qui nous a montré le côté amusant et qui, du coup, m'a donné envie. Genre, encore aujourd'hui, vraiment, je le remercie parce que si je suis là, c'est parce que c'est lui qui m'a donné goût et envie aux sciences. Et pareil, la communication, c'est grâce à des professeurs. Donc, genre, je pense aussi, même nous, notre entourage, quand on en parle, voilà, à nous, comme on disait, à nos frères, à nos sœurs, parce qu'on découvre quelque chose, c'est aussi donner envie sans peut-être pas aller diffuser vers tout le monde, mais déjà si on fait ça dans notre entourage et que chacun fait ça dans son entourage, ça va créer des passions pour la science ou pour la communication, enfin, à mon humble avis en tout cas. Vu qu'on est en train de faire le panorama un petit peu de la culture scientifique, j'aimerais quand même mentionner, parce que pour moi ça a compté beaucoup aussi, les centres de culture scientifique, la Cité des Sciences à Paris et le Palais de la Découverte qui vient de fermer, j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux, qui ont été le contact avec les médiateurs, les expositions, le fait qu'il y ait des choses réservées aux enfants, qu'on puisse toucher, on puisse expérimenter, apprendre en faisant. Il n'y a rien de mieux pour s'intéresser à un sujet, se poser des questions et foutez vos enfants dans des musées, mettez-les dans des centres de culture, faites-leur manipuler, posez des questions. C'est comme ça qu'on devient curieux et qu'on continue à l'être. Donc merci à tous ces centres, merci à la Cité des Sciences, merci au Palais et à tous ceux qui existent, parce que je pense que ça crée aussi les scientifiques de demain, bien sûr. On avait une question dans le chat et ça va me permettre de faire la transition avec notre dernière thématique qui est justement la vulgarisation sur Internet. Et quelqu'un demandait, alors attendez que je retrouve la question, on nous demandait pourquoi ces émissions comme Il était une fois la vie ou C'est pas sorcier, qui vont bercer l'enfance de notre génération, elles sont a priori moins présentes. Ces émissions se sont arrêtées et on pourrait avoir l'impression qu'à la télé, du moins, ou dans les grands médias, la CSTI a reculé. Est-ce que c'est une perception que vous avez? Est-ce qu'après tout, c'était une évolution normale de par l'apparition des nouveaux médias que sur Internet et on va en parler? Ou est-ce qu'il y a un combat entre quel mec qui est un peu perdu sur le fait qu'on ait laissé tomber cette thématique-là?
Alors, je peux réagir. Bien sûr. Moi, je suis de la vieille génération par rapport à vous, mais, mais j'ai des enfants. Un petit garçon qui a 10 ans. Et en fait, C'est toujours pas sorcier, donc qui est la suite de C'est pas sorcier, qui est super. Et à l'école, ils les invitent pendant la période du confinement et ils leur ont fait regarder plein d'épisodes. Et c'était vraiment un plaisir de retrouver tout ce principe d'émission fantastique. Et moi, personnellement, j'ai adoré Il était une fois la vie. Donc, j'ai regardé ça quand j'étais petite. Je faisais ça avec grande passion. Et du coup, j'ai acheté l'intégrale à mes enfants et je leur montre parce que c'est grâce à ça que j'ai eu une super note en bio au bac. Et voilà. Donc, ma foi. Moi, j'aimerais bien savoir aussi, je ne sais pas à qui poser la question et si quelqu'un pourrait me répondre pourquoi est-ce qu'on a beaucoup moins de science à la télé, mais de rien. On a, en effet, C'est toujours pas sorcier. Mais je crois que c'est avec les émissions de France 4, Lumi, mais qui sont vraiment réservées aux scolaires, il me semble. Je ne vois plus d'incursion de la science à la télé. Je ne vois plus La Nuit des étoiles. Je ne vois plus Il était une fois la vie. Je ne vois plus de dessins animés scientifiques. Il était une fois l'histoire aussi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un choix à un moment donné de passer à autre chose, de ne plus proposer ça à la télé. Et c'est ce qui a probablement aussi créé ce vide, ce gouffre vers lesquels c'est engouffré du coup les vulgarisateurs vidéastes sur YouTube notamment. Mais honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question et j'aimerais beaucoup, mais alors vraiment beaucoup l'avoir pour savoir comment faire pour remettre de la science dans les médias en général, à la télé, à des heures de grande écoute et qu'on puisse retrouver dans quelques années un C'est pas sorcier ou un Il était une fois la vie qui vont marquer une génération complète. Du coup, je vous propose de passer à la dernière thématique, justement, qui est la question de la vulgarisation sur Internet. Et puis là, je pense qu'on peut commencer par laisser la parole à Donia, vu que c'est ce que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce on l'a déjà mentionné, quelles sont les spécificités aujourd'hui de la vulgarisation sur Internet qu'on n'aurait pas, par exemple, dans la vulgarisation en présentiel dans les musées ou les CSTI, ou encore dans les ouvrages, qu'ils soient des bouquins ou des médias plus mainstream, pour parler de l'anglais, ou plus vieille école? La plus grande différence pour moi, du coup, est quand même l'accès au public. Les médiateurs et les médiatrices qu'on peut retrouver dans les centres de culture scientifique ou pendant les fêtes de la science, il y a un échange. Il y a peut-être souvent même des objets, une expérience en cours. On a un support différent pour s'exprimer, pour faire de la vulgarisation. Il y a un échange avec le public. Les vulgarisateurs et vulgarisatrices, c'est un petit peu comme une bouteille à la mer. Voilà, je vais vous parler de ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez un petit peu. Vous allez me laisser un commentaire, vous allez me dire un petit peu ce que vous avez compris. On peut continuer à échanger, mais ce sera toujours après. Elle est peut-être là la véritable différence, je trouve, et dans un rapport différent de la vulgarisation. Parce que les médiateurs et les médiatrices font de la vulgarisation, mais ont un échange avec le public, ont des pratiques différentes. Les deux il y a des échanges, il y a des choses, des compétences qui se regroupent. Des vulgarisateurs ou des vulgarisatrices sur YouTube doivent aussi tout simplement apprendre techniquement à se servir d'une caméra, faire du montage, écrire un script, parler tout seul face à une caméra et essayer d'être le plus intéressant possible. Je vous jure que c'est pas donné à tout le monde et ce sont des compétences propres qu'ils ont développées au fur et à mesure et le plus souvent tout seul et toute seule. C'est appris sur le tas. On pose des questions sur Internet, on pose des questions à Twitter, on essaie de contacter ce gros youtubeur où on a peur qu'il ne nous réponde pas et en fait qui peut être quelqu'un d'absolument adorable, qui va vous conseiller sur comment parler face caméra, comment écrire un script. Et c'est comme ça qu'il y a une communauté de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui se crée, notamment bien sûr au sein du Café des Sciences. Ouh, le placement de produit. Virginie, Clémentine, Sabrina, est-ce que vous êtes consommatrice de vulgarisation sur Internet? Premier élément de question. Et vous, de votre point de vue, quelle spécificité vous y voyez par rapport aux autres champs de la vulgarisation?
Pour répondre à la première partie de la question, effectivement, moi je suis beaucoup. Enfin, j'ai énormément d'abonnements sur ma chaîne YouTube pour les vulgarisateurs. Je ne les nomme pas parce qu'il y en a vraiment énormément. Enfin, il commence à y en avoir de plus en plus. Et la deuxième partie de la question, c'est. J'ai oublié un petit peu. Quelles sont les spécificités de la vulgarisation sur Internet par rapport aux autres formes qui existent? Ouais, je pense que. Enfin, une réponse qui peut être apportée, c'est que c'est beaucoup. Je la trouve plus accessible. C'est-à-dire que la vidéo, elle est là, elle est sur la plateforme. J'ai besoin d'y revenir, je vais y revenir. Alors que effectivement, bon, bah avant, Il était une fois la vie, etc. On avait des émissions à la télé, mais on n'avait pas cette facilité de voir des replays. Et du coup, ça aide vachement à se dire, bah là, je t'ai vu cette vidéo, elle est vachement cool. Ah, j'aimerais bien revenir parce qu'il y avait une notion que j'ai oubliée. Donc, je vais pouvoir retourner sur la chaîne en question, puis je vais pouvoir aller revoir la vidéo, revoir le concept. Peut-être qu'après, derrière, je vais aller voir un autre vulgarisateur, une autre vidéo, etc. Je trouve que ce côté enfin, pour moi, les plateformes comme YouTube, ça va être vraiment cette accessibilité de la connaissance. Je suis genre juste totalement d'accord avec Virginie dans le sens où grâce à Internet, aujourd'hui, on a cette facilité de je me pose une question, enfin moi la première, je me pose une question, j'ai envie d'avoir la réponse, bah, tout de suite je vais aller fouiller pour avoir des vidéos, des ouvrages, des références de personnes pour chercher en fait à m'instruire, enfin avoir cette curiosité. Je dis pas que je deviendrai une professionnelle, mais j'aurais répondu à ma question, je serais ressortie avec une info en plus aujourd'hui et je pense qu'il y a ce côté d'Internet qui facilite où avant, bah, fallait peut-être justement voilà, attendre l'émission ou attendre d'aller à la bibliothèque. Donc voilà, il y a ce côté qu'apporte Internet de avoir tout de suite et répondre à nos questions tout de suite. Voilà. J'aime bien aussi le côté effectivement efficace, hein, on va dire. On peut aller chercher l'info rapidement. On peut revisionner des passages qui nous plaisent et tout ça. Ce que je vois beaucoup, enfin moi ce que je trouve d'intéressant avec l'outil média, hein, c'est que par exemple on peut montrer des films, de la modélisation, on peut commenter des choses de manière assez vivante finalement. C'est des choses qu'on essaie de mettre en pratique, par exemple, depuis qu'on fait les cours en ligne à la fac. Là, voilà, c'est moins facile. Mais du coup, je me sers beaucoup plus de support. Je vais aller chercher des vidéos, parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis du Sud, mais je parle beaucoup avec les mains. Donc, quand je fais mes cours, je me sers de mes mains, je fais des mimes, Et donc j'essaie de rendre le cours vivant de cette façon-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué derrière un écran et je trouve que l'apport de la vidéo et finalement le côté numérique permet vraiment ça. Et donc ça c'est assez bien. Et après, voilà, on va citer, on dit. Des fois, je mets sur nos documents, je mets des petites vidéos, je cite, je dis allez voir ça, c'est tel youtubeur, voilà, faut pas hésiter. Un autre aspect auquel j'ai pensé pendant les discussions également, c'est que un vidéaste ou une vidéaste ou un vulgarisateur de l'Internet, on va dire, va essayer d'incarner aussi une position un personnage, une personne, voire un rôle. Et ça va créer un lien très différent du médiateur ou de la médiatrice, mais qui va créer un lien un peu de proximité et presque de conteur. C'est regardez, aujourd'hui, je vais vous raconter ça. Et c'est une personne qui continue, entre guillemets, à vivre sur les réseaux sociaux, par les commentaires. Et c'est vraiment, on a une incarnation et pas juste une présentation du savoir, d'un fait, qui a un lien différent, pas physique, virtuel du coup, de ce qu'on peut voir pour la médiation classique. Et c'est totalement complémentaire et c'est ça qui est génial. C'est des façons différentes de faire passer le savoir et c'est totalement complémentaire et pas du tout en opposition, surtout pas. Tout le monde s'aime. Tout le monde. J'étais en train de lire les commentaires au Café des Sciences, donc Touya citait justement, j'allais en parler, la chaîne
de Viviane qui s'appelle Syllabus Plus et qui donne énormément de conseils aux personnes qui veulent se lancer dans la vulgarisation. Et il faut avouer que pour lancer ces conférences, on a consulté quelques petites vidéos de cette chaîne pour savoir comment les structurer et puis comment justement à préparer le contenu, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler devant une caméra, il y avait des vraies compétences derrière. Et on parlait là tout à l'heure du fait qu'il y a de plus en plus de vulgarisateurs sur Internet, et moi je le prends comme une vraie richesse, mais aussi que dans les médias traditionnels, on peut avoir l'impression que la question des sciences est en train de s'effacer un peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant discuter un peu du traitement des médias, des informations scientifiques, où là on est en période de pandémie, la science a un sujet prépondérant, et moi j'ai été assez marqué, alors c'est peut-être mon biais scientifique qui intervient, à quel point la qualité des productions qu'on peut avoir sur Internet vis-à-vis de la qualité des interventions qu'on peut voir dans les médias traditionnels était vraiment très très hétérogène, où on peut avoir des erreurs factuelles basiques dans un média standard, que même si les vulgarisateurs sur Internet ne sont pas parfaits, mais comment vous voyez cette différence de qualité, et est-ce que vous avez des éléments qui pourraient éventuellement l'expliquer? J'ai jamais dit que les questions seraient faciles. Je vais défricher le terrain déjà en apportant une petite nuance, parce que toutes les productions sur Internet ne se valent pas non plus. C'est aussi le terrain magnifique pour les complotistes, les fake news et toute cette propagation d'erreurs qui ne sont... Et personne n'est à l'abri d'une erreur. Il y a une propagation volontaire aussi de fake news, bien évidemment. Le traitement des médias est aussi dans un temps différent de celui des vulgarisateurs et des vulgarisatrices. On est sur un traitement immédiat de l'information, du moins pour les chaînes d'infos en continu, et le traitement au long terme avec des dossiers, une véritable enquête, est de moins en moins présent dans les rédactions, parce que tout simplement, il y a de moins en moins de journalistes scientifiques dans les rédactions. C'est extrêmement rare et c'est quelque chose qui est de plus en plus pointé du doigt. On ne peut pas correctement traiter une information scientifique sans journaliste scientifique. Et je pense que ça influe énormément sur la qualité des débats qu'on peut avoir dans les rédactions et de savoir qui on invite en plateau, qui est véritablement un expert. Et ça a été notamment le sujet de moult débats aux rencontres de l'AMSTI, donc l'association de culture scientifique et technique industrielle de l'ensemble de la France la semaine dernière, où on se pose la question, mais comment ça se fait qu'il y a un traitement si différent de la science dans les médias actuellement? Les vulgarisateurs et vulgarisatrices, je le rappelle, sont des scientifiques. C'est pas mal pour commencer à traiter d'un sujet. Ce ne sont pas forcément des experts du sujet, mais par leur formation scientifique, ils savent poser les bonnes questions. Ils savent faire relire leur contenu. Ils savent qu'ils peuvent se tromper et qu'il faut aller un petit peu plus loin que juste balancer le premier préprint, la première publication qu'ils trouveront sur Internet. Donc, il y a un traitement de l'information tout simplement différent, parce que ce sont deux métiers différents aussi. Vulgarisateur et une journaliste, c'est tout simplement pas le même métier, pas la même façon d'aborder l'information. Dans un monde idéal, ce serait complémentaire. Dans un monde idéal, on entendrait une information à la télé, à la radio, et on irait chercher des compléments sur Internet avec les vulgarisateurs et les vulgarisatrices, où on ouvrirait un bouquin. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et à part je dois le dire, Nicolas Martin, ce cher Nicolas Martin sur France Culture et France Inter, qui permet de donner une information fiable, juste et relue. Je n'ai pas énormément d'exemples de traitement de l'information immédiate dans les médias que je pourrais vous conseiller. Et c'est bien triste. Alors Virginie, Sabrina, Clémentine, quelle est votre perception? Tout a été dit. Hein. Et puis aussi, c'est vrai je pense qu'il y a ce côté aussi où on est de plus en plus noyé en fait sous les informations. Il y a tellement de médias maintenant, il y a énormément de chaînes de télévision d'information, il y a énormément de radio, il y a plein de choix au niveau pour savoir, pour trouver ces informations. Mais en fait, on est noyé aussi dedans. Et c'est aussi bien de pouvoir faire la part des choses et de choisir un petit peu ses sources. À ce niveau-là, en tout cas.
On me dit dans le commentaire, dans le chat, qu'il y a vraiment une différence flagrante entre la vulgarisation scientifique en France et dans beaucoup d'autres pays, entre guillemets, développés. Toi, Dounia, qui est proche du Labo des Savoirs, et Virginie, Clémentine, vous qui allez, faites de la vulgarisation votre futur métier, et puis Sabrina, de ton expérience, est-ce que vous percevez cette spécificité ou pas? Joker. Je n'ai pas énormément eu d'interaction ou d'expérience avec les autres pays. C'est beaucoup de « on m'a dit », donc c'est des sources pas très fiables. Mais c'est vrai qu'il y a un traitement de l'information de ce qu'on m'a dit différent dans les autres pays, dans le sens où c'est mieux valorisé, où à l'université, il y a... Alors, je ne dis pas que Sabrina, tu fais mal ton travail, mais c'est beaucoup plus valorisé dans la carrière d'un chercheur ou d'une chercheuse de communiquer sur ses résultats vers le public et de faire des communications scientifiques, même de haut niveau, à ce niveau-là. Et peut-être que c'est un ensemble qui permet d'avoir un regard différent sur la vulgarisation dans les autres pays, mais je n'ai pas d'expérience personnelle à apporter là-dessus. Alors, la personne qui a fait le commentaire vient de dire qu'elle a fait une faute de frappe. La question était, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une différence flagrante de vision des sciences en France par rapport à d'autres pays scientifiques? Ce qui se rejoint un petit peu. J'ai vraiment l'impression qu'en France, on est réfractaire. Enfin, j'englobe, je fais peut-être une généralité, mais il y a on est réfractaire à apprendre les sciences et ce genre de choses. Et je pense que c'est beaucoup plus développé dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Mais après, j'ai pas vraiment lu des choses par rapport à ça, donc je pourrais pas vraiment me positionner par rapport à ça non plus. Et j'ai pas forcément envie de dire trop de bêtises. Mais c'est vrai que moi, c'est mon ressenti de me dire, tiens, en France, on a beaucoup moins cette envie autour des sciences, des maths, de la chimie. Il y a vraiment je crois qu'on a vraiment un problème avec les sciences et que effectivement c'est pas très valorisé et qu'on a besoin de revoir un petit peu ça dans les prochaines années. Ouais, quand on regarde beaucoup de documentaires scientifiques, par exemple, alors je pense à ceux qui parlent des planètes et des surfaces planétaires, beaucoup de chercheurs américains sont interviewés parce que finalement, c'est souvent des reportages où on interviewe des gens de la NASA, etc. etc. Et j'ai l'impression que finalement, et là je m'adresse à nos jeunes étudiantes, il y a un créneau à prendre pour y aller. Je pense qu'en France, il faut qu'on fasse du documentaire scientifique. En fait, il faut se lancer là-dedans. Il faut interviewer les chercheurs, il faut valoriser le métier, montrer que ce qui se fait, c'est de la technologie de pointe, qu'on a vraiment un beau vivier de chercheurs, à commencer par chacun vos endroits, hein. Ça peut être par Grenoble, ça peut être ici à Nantes. Voilà, il y a vraiment des experts français reconnus, mondialement connus, et qui doivent s'inviter. Alors, on n'a peut-être pas autant la culture du plateau télé, même si avec le Covid, ça a été très, très débattu, cette histoire. Je ne sais pas si au final, on en ressort avec une bienveillance ou pas du public. Mais ouais, il y a un vrai travail de fond à réaliser avec justement des documentaires qui pourraient être menés, des suivis d'équipes scientifiques. Et je pense que ça va aussi avec la façon dont la recherche est financée, c'est-à-dire que c'est des choses qui pourraient monter en collaboration avec des associations, des labos, et en fait, quand on monte un projet de recherche, il faudrait s'associer en disant, voilà, dans mon projet, je veux une part de vulgarisation et du coup, travailler vraiment en collaboration comme ça. Et c'est pas facile, mais en tout cas, je sais que maintenant, ça vient de plus en plus et les chercheurs essaient de demander ça maintenant quand ils montent des projets. Donc vous êtes dans le bon créneau. Oui, c'est sûr. Il y a de plus en plus de... Ouais, non, vas-y, Vas-y. Qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça et qu'il y a de plus en plus de formations
les masters comme le nôtre, il y en a un petit peu partout en France et ça reste des choses assez nouvelles. Mais je pense que du coup, ça va se développer des personnes qui vont être là pour mettre en avant les sciences en France, les chercheurs. Et du coup, il faut nous laisser le temps, mais avec un peu de chance, je pense qu'il y a possibilité qu'on rattrape les autres pays, enfin ceux qui sont le plus avancés dans ça, et qu'on mette autant en avant les sciences que les autres. En tout cas, c'est mon souhait et j'espère que je pourrai aider dans ce sens-là. Clémentine, tu me lances une perche merveilleuse pour aborder mon prochain point, puisque la question c'était comment la vulgarisation impacte les étudiants, parce que les étudiants sont des gros consommateurs de vulgarisation, étudiants et étudiantes bien entendu, sont des grands vulgarisateurs, des gros consommateurs de vulgarisation sur Internet, je vais y arriver. Est-ce que de votre point de vue, comment vous percevez et comment ça impacte par exemple les stages, les projets de carrière? Là, on dit justement qu'il y a toute une opportunité à aller faire de la vulgarisation, on a des besoins. Est-ce que vous pensez que vous qui êtes étudiante ou enseignante au contact d'étudiants, et puis moi et Dounia qui sont des associatifs, est-ce que vous avez une perception que de par la démocratisation de la vulgarisation sur Internet, on a sûrement des vocations de vulgarisateurs qui sont plus présentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 3, 4, 5 ans en fait? Est-ce qu'on va voir apparaître dans nos facs de sciences en L1 des étudiants qui disent moi je veux faire une licence de bio parce que je veux être vulgarisateur, ou est-ce qu'on n'y est pas encore à ce niveau-là? Pour moi, ça serait vraiment pas le rêve idéal, mais ça serait vraiment un idéal à avoir. Et effectivement, on voit de plus en plus quand même des liens entre les formations, en tout cas notre formation, et ce qui est proposé derrière, parce qu'en fait, on a énormément de liens avec des chercheurs ou même des personnes qui travaillent dans les CCSTI ou ce genre de centre de sciences. Je pense qu'il y a des vocations qui vont naître très prochainement. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère. Et puis même dans les universités aussi, les étudiants se rendent compte, notamment je pense avec les vidéos, que bon, la vulgarisation n'est peut-être pas apportée de tous, mais en tout cas qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice. Et du coup, je pense que ça peut donner envie. Et aussi, il y a des stages maintenant qui sont mis en place avec notamment la Fondation de la main à la pâte, où les étudiants vont dans les écoles pour faire un peu d'animation scientifique. Et je pense qu'en fait, en voyant tout ce qui se passe sur Internet, en voyant que, voilà, comme je disais, tout le monde ne peut pas le faire, mais en tout cas, on peut essayer, ça peut donner envie aux gens et enfin aux étudiants, en tout cas, d'aller dans ce sens-là. Et de continuer peut-être même voilà, en tant que chercheur, d'avoir du coup cette petite case en plus sur leur CV, on va dire. Ça fait déjà 1h25 qu'on parle tous ensemble. On va arriver sur la fin de notre visioconférence. Alors, pour conclure, je vais vous laisser la dernière fois la parole, même si c'est surtout vous qui parlez plus que moi, afin de vous dire un dernier mot de la fin, peut-être, sur aujourd'hui, qu'est-ce que vous devriez souhaiter à la vulgarisation scientifique. Clémentine, pour commencer, si tu devais souhaiter quelque chose à la vulgarisation, qu'est-ce que ce serait? Alors peut-être quelque chose d'assez bête, mais juste d'entraîner, on va dire, plus de monde dans son sillage, que ce soit du côté des vulgarisateurs, mais aussi des côtés juste des personnes qui ont envie de s'instruire, qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit curieux, qui ont cette petite envie de donner ou de recevoir dans ce sens-là. Ouais. Sabrina, pour ta part? Si je devais dire un seul mot, je pense que c'est le mot partage que je choisirais. Parce que pour moi, c'est ça la vulgarisation, c'est vraiment le partage des connaissances, mais également une sorte un partage aussi d'état d'esprit, de savoir, de savoir-faire. Et voilà, donc c'est quelque chose c'est une belle valeur en fait. Virginie, pour ta part? Du coup, pour moi, la vulgarisation, j'aimerais bien que ça amène encore plus de curiosité auprès de tout le monde et surtout beaucoup d'émerveillement parce que les sciences, elles ont vraiment énormément de choses à nous apporter dans la vie de tous les jours.
Et Dounia? Moi, je vais dire reconnaissance. Reconnaissance parce que c'est des compétences, c'est un métier, c'est quelque chose qui doit vraiment être reconnu matériellement, financièrement, sur le CV, sur la contribution que la vulgarisation peut apporter à la société, au lien que ça peut avoir avec les questions qu'on se pose, et que toutes les personnes qui font de la vulgarisation sont très nombreuses. Il y en a qui en font leur métier, mais les profs aussi sont des vulgarisateurs. Les médiatrices sont des vulgarisatrices. Et on est tous un petit peu vulgarisateurs en l'âme. Et ce partage de connaissances doit être reconnu à part entière et indispensable aujourd'hui. Je vais me permettre de faire du coup le tout dernier mot. Merci à vous quatre d'avoir été présentes ce soir avec nous pour discuter de ce sujet passionnant qu'est la vulgarisation. Cette visioconférence est la dernière de notre cycle pour l'année 2020, mais on reviendra sûrement en 2021 avec tout d'autant de sujets que j'espère passionnants. D'ici là, je souhaite aux personnes qui nous regardent une très belle soirée et puis à l'année prochaine, sûrement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.